Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h sur la chaîne Bismart en direct comme chaque matin. Aujourd'hui, on continue d'avancer sur notre réflexion sur le climat et son lien avec le numérique. On va démarrer avec une application qui se propose de donner un éco-score, en fait de noter les produits quant à leur émission de gaz à effet de serre. Pardon, je vais y arriver. Ce sera le sujet donc de l'interview avec Christophe Gérardier de Glimp Impact dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de la Chine technologique, ce marché fort méconnu visiblement de la French Tech et insuffisamment exploité. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec Cédric Villani qui viendra lui aussi nous parler du climat puisqu'il nous fera un compte-rendu de l'audition de l'OPEX dont il est le président sur le dernier rapport du GIEC sur le changement climatique. Et on conclura par le zoom sur l'innovation comme tous les jours avec demain peut-être du miel fabriqué sans abeilles. Mais tout de suite donc place à l'interview. Je suis en compagnie de Christophe Gérardier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Glimpact. Je le prononce correctement. Très bien. Comme Global Impact. Comme Global Impact, justement. C'est une entreprise donc, de conseil qui est spécialisée sur les sujets environnementaux. Vous proposez notamment une plateforme numérique qui permet d'évaluer l'impact environnemental global des produits. Alors, c'est plutôt une application, enfin là, pour le coup, une plateforme qui est dédiée aux entreprises. Mais vous avez aussi lancé une application de notation, on va dire, des produits afin de donner accès un maximum de gens à cette note que vous appelez l'éco-score, en fait. Cette note qui va nous indiquer si tel ou tel produit est plus ou moins impactant sur le changement climatique. Alors déjà, première question, est-ce que c'est la première initiative du genre que l'on voit apparaître ? Alors, oui. Si on parle bien de l'objectif de cette application et de notre technologie Glimpact, qui vise à proposer aux entreprises comme aux consommateurs à découvrir pour la première fois ce qu'on appelle l'empreinte environnementale globale. Vous avez parlé des émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup de calculateur carbone, mais on sait peu que l'Union européenne, par la Commission européenne, a statué pour concevoir une définition de l'empreinte environnementale et une façon de la mesurer à travers une méthode qu'on dit globale. C'est-à-dire que, selon cette méthode, il n'y a pas un impact environnemental, pas uniquement les gaz à effet de serre, mais il y en a 16. 16 catégories d'impact qu'il faut prendre en compte pour mesurer l'empreinte environnementale globale de l'activité humaine sur la planète. Et nous avons fait la technologie qui permet de la rendre accessible, parce que voir 16 catégories d'impact, c'est plus compliqué que de voir juste les émissions de gaz à effet de serre. Et on la rend accessible aux entreprises pour qu'elles puissent comprendre leurs enjeux, s'améliorer, diminuer leur impact, et surtout aux consommateurs pour découvrir à travers ce score, la réalité de l'empreinte globale des produits. Oui, parce qu'on avait reçu dans Smart Tech Rachel Delacour, qui nous avait présenté Sweep, qui là donc est plus concentré sur les émissions carbone. Donc là, vous nous dites, nous, on regarde vraiment l'ensemble des impacts sur l'environnement du produit. Ça veut dire qu'il existe une méthode que vous avez commencé à évoquer, parce que c'est un des points très importants, c'est que pour agir, il faut avoir des données et des méthodes de calcul. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on est encore en phase de test. Alors, oui et non. Oui, en France, et moi je déplore un peu que le gouvernement français, très européen, on ne peut pas reprocher au président de la République de ne pas être européen, a aujourd'hui mis en place la loi Climat et Résilience, qui est une bonne loi, qui dans son article 1er prévoit de déployer l'affichage environnemental global. Donc c'est déjà, et pas simplement carbone. Alors je voudrais vous expliquer pourquoi c'est important de parler d'impact global. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est très important, elles jouent sur le réchauffement climatique. Mais il y a plein d'autres impacts que les Français connaissent très bien. Les émissions de particules fines, c'est très important pour la santé, ça n'a rien à voir avec les émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation des ressources naturelles, des ressources en eau, très important pour le domaine du textile. Et si on ne mesure que l'empreinte carbone, eh bien on peut mettre en place des stratégies de réduction de l'empreinte tout en augmentant ses impacts sur d'autres catégories d'impact. Après, j'imagine qu'il y a des niveaux, c'est-à-dire des proportions. L'empreinte carbone doit compter plus dans le score Vous avez raison, mais justement,
la méthode définie par la Commission européenne avec un consensus scientifique, a pondéré ces différentes catégories d'impact pour avoir un score qui est l'issue de cette pondération. Et vous avez raison de le dire, les émissions de gaz à effet de serre et le dérèglement climatique, on va en parler à la COP26, c'est très important, mais il n'y a pas que cela. Et donc, ça compte pour combien dans la note ? En moyenne, dans la note globale, en moyenne, ça peut varier d'une catégorie à une autre, c'est environ 30%. Ça veut dire que si vous ne faites que votre empreinte carbone, vous passez à côté des 2/3 de votre empreinte. Nous avons eu un message qui résume bien ça. En matière environnementale, quand on ne voit pas tout, on ne voit rien. Et donc, il faut faire attention, quand on réduit ces émissions de gaz à effet de serre, de ne pas les transférer sur une autre catégorie d'impact. Et alors, cette méthode pour calculer votre éco-score, est-ce que vous pensez qu'elle peut devenir généralisée ? Elle peut prendre même avoir un certain impact au niveau de l'Europe, voire mondial, parce qu'on a besoin en fait d'uniformiser ces calculs. Alors, je vous remercie de cette excellente question, parce que le fond du problème, c'est ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, l'Europe a mis en place cette méthode qui a été adoptée, et non pas obligatoire, par l'Union européenne en 2018. L'enjeu aujourd'hui, et nous on se bat pour ça, c'est de dire au gouvernement pourquoi dans la loi climat ne pas faire référence à cette méthode. Vous avez raison, il est clé que l'ensemble des industriels mesurent leur empreinte de la même façon. L'Europe a tranché cette question de la méthode. Nous sommes une jeune start-up, on n'a pas inventé la méthode, on a créé la technologie qui permet de la rendre accessible aux industriels, petits ou moyens, mais aussi aux consommateurs. Parce que les consommateurs ont besoin d'avoir une vision objective des choses. L'Europe a fait cet effort. Et quant aux industriels, comment voulez-vous qu'ils s'améliorent si on ne leur donne pas les bonnes directions, les bons leviers ? Donc, a priori, ça passe par une volonté politique, parce que du côté des industriels, ce n'est pas forcément un souhait de devoir afficher son éco-score. Oui et non. Nos premiers clients... Je ne sais pas si je prends l'exemple de l'application Yuka, qui affiche son indépendance vis-à-vis de l'industrie agroalimentaire. Ça lui vaut quelques soucis, puisqu'elle a encore récemment été condamnée pour son affichage des nitrites sur certaines charcuteries. Voilà. Alors, pas seulement parce que derrière, effectivement, ils se sont aussi engagés à mettre en avant une pétition contre ces nitrites, mais enfin, je veux dire, c'est pas évident les relations entre les applications de notation et le secteur industriel. Eh bien, écoutez, vous avez raison, évidemment. Alors, nos premiers clients montrent que c'est possible. Vous voyez, quand vous avez des grands noms comme Decathlon, Lacoste, Spadel, plus connu en France, la marque Wattwiller, qui l'ont fait. Mais pour répondre à votre question, lorsque vous ne prenez pas une méthode reconnue et si la méthode n'est pas claire, eh bien, il arrive ce qu'il arrive avec Yuka. Yuka a fait de très bonnes choses dans le domaine de l'éco-score parce qu'il y avait une méthode, mais dans le domaine de l'éco-score de Yuka, ils ne sont pas conformes à une méthode reconnue. C'est ça le problème. Alors, nous disons aux industriels, la méthode, elle est publique. Elle a été tranchée par 2000 organisations scientifiques de la Commission. Donc, quand c'est clair et on s'impose le contrôle de tiers qui vont vérifier qu'on a bien appliqué la méthode dans notre technologie, à partir du moment, quand la règle est claire et surtout que les industriels ont les moyens de s'améliorer, je pense que ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que c'est difficile, vous avez raison. Il faudrait que ça s'applique à quel type de produit ? Tous. Et aujourd'hui, je suis ravi de... Ma paire de lunettes... Oui, tous les produits ou les organisations. On peut mesurer la performance, l'empreinte environnementale de vos lunettes, de vos vêtements, mais aussi de votre télévision. Vous voyez, c'est autre chose. Donc nous, aujourd'hui, je suis ravi de le faire à l'occasion de cette émission. Nous lançons la première application smartphone qui va donner à tous les consommateurs l'empreinte environnementale de tous les produits alimentaires. Et qui va inciter... Donc en scannant le code barre ? C'est ça. Et vous allez, par exemple, apprendre qu'une eau minérale en PET est 2 fois moins impactante... PET ? En PET, c'est en plastique. Oui, l'eau minérale en plastique est 2 fois moins impactante qu'une eau minérale en verre non réutilisable. Par contre, c'est l'inverse. Si la bouteille en verre n'est pas jetée dans la poubelle et cassée, mais elle est réutilisable au moins une dizaine de fois. Vous allez apprendre, par exemple, que le lait de chèvre est 2 fois plus impactant que le lait de vache. Ou que ceux qui préfèrent le lait d'avoine, par exemple, le lait d'avoine est 5 fois moins impactant que le lait de vache, alors que le lait d'amande est, lui, 2 fois plus impactant que le lait de vache. Donc c'est ça ce que les consommateurs vont apprendre. Parce que alors ça, c'est pas du tout... Enfin, certains exemples sont intuitifs, d'autres pas du tout. Saviez-vous, par exemple, que la viande d'agneau est 9 fois plus impactante que la viande de poulet ? Alors quand je dis ça, je ne veux pas que les éleveurs d'agneaux me tombent dessus. L'idée, c'est pas de ne plus manger d'agneau, mais c'est de dire l'agneau est globalement
beaucoup plus impactant qu'une autre viande. Il faut faire attention aux pratiques d'élevage de l'agneau en particulier. Il ne faut pas arrêter de manger de l'agneau. Il faut peut-être en manger moins et faire en sorte que les éleveurs puissent avoir de meilleures pratiques. Et c'est ça l'intérêt de notre technologie, c'est donner les bons leviers et alors, d'optimisation. l'application s'appelle Glimpact. Glimpact, Bon, voilà. très bien. Donc, si on veut avoir une idée de l'éco-responsabilité Vous la téléchargez. de ce qu'on mange ou de ce qu'on porte ou de ce qu'on achète, ça vaut le coup d'aller regarder et on vous laisse de votre côté avancer avec les industriels et Voilà, bien sûr. les politiques. Merci beaucoup Christophe Gérardier, Merci à vous. président donc de Glimpact, pour cet éclairage entre la relation entre le climat numérique, c'est parfois aussi des solutions. C'est l'heure de notre talk. On va parler de la Chine, un marché encore trop méconnu des startups françaises. Un voyage d'études en multiplex s'est tenu entre Paris, Pékin, Shanghai et Shenzhen. C'était toute la semaine dernière. Et l'objectif était de permettre aux startups françaises d'accéder à des informations précises et à jour en vue d'une entrée sur le marché chinois. On parle de ce programme qui s'appelle Next Tech China et de la Chine technologique avec Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de EatWiz, qui est une plateforme de mise en relation entre des locaux des voyageurs autour d'un repas. C'est un peu le Airbnb en fait, des dîners à la maison. Vous vous êtes lancé en Chine il y a 1 an et aujourd'hui, Shanghai, vous dites, représente 50% des réservations. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur le marché chinois, Shanghai est extrêmement... C'est devenu la ville important. où votre service fonctionne le mieux, en fait. Oui, oui, oui. Alors, pour la partie chinoise et au global, c'est la 2e ou 3e ville. Donc, c'est vraiment devenu très, très important. Et également avec nous pour parler de cette Chine technologique et des opportunités de marché pour les startups françaises, nous avons Jean-Dominique Séval, qui est un spécialiste de l'économie du numérique, de l'analyse de marché et de la prospective, que je connais depuis qu'il a été directeur général adjoint du think tank l'IDAT DigiWorld. Et aujourd'hui, Jean-Dominique Séval, vous êtes directeur fondateur de Soon Consulting et président de French Tech Pékin. Alors, je vais poser une première question à Camille Rumani qui est en plateau avec nous. Est-ce qu'on peut dire que oui, la Chine est un marché vraiment fort méconnu des startups françaises? Oui, absolument. Et je suis très étonnée parce qu'aujourd'hui, c'est la 2e puissance mondiale. Donc, on ne peut pas ignorer ce marché qui est vraiment colossal. Et il y a une méconnaissance et une méfiance aussi vis-à-vis de ce marché. Nous, c'est un potentiel qu'on a commencé donc à travailler avec le marché chinois à partir de 2018. Donc, on a testé en fait le marché avec donc, des voyageurs chinois qui venaient en Europe. Et pendant donc, la crise du Covid, on a décidé d'aller plus loin parce qu'on avait une très très bonne croissance et une traction incroyable sur ce marché. Donc d'aller un step après et de créer une société là-bas. Et en fait, la croissance sur place nous montre qu'on a eu raison de faire... Dans un contexte quand même particulier, parce que justement, vous parlez de la crise Covid, on n'a pas du tout envie d'inviter des gens à dîner chez soi pendant cette période. Alors, vous pouvez aussi vous dire qu'en petit comité, vous vous sentez aussi très à l'aise en petit comité et pour se retrouver avec sa famille, ses amis ou même rencontrer des gens dans un contexte plus intime, je dirais, intimiste, ouais. C'est aussi la bonne manière. Et en Chine, ça marche très très bien parce qu'ils sont à la recherche d'expériences culinaires et de liens sociaux. En fait, le fondement d'EatWiz, c'est le lien social. Il y a une vraie soif, notamment chez les jeunes aujourd'hui en Chine, de rencontres. Et c'est pour ça que ça marche très bien. Jean-Dominique Séval, qui sont ces startups françaises ou même d'ailleurs étrangères aujourd'hui que vous voyez arriver en Chine, à Pékin où vous êtes aujourd'hui? Bien, bonjour d'abord Delphine et bonjour Camille. Oui, des startups pour lesquelles on a monté ce programme d'une semaine de découverte et de mise à jour, comme vous l'avez dit, de l'écosystème extrêmement rapide et innovant chinois. Des profils très variés, puisqu'on le voit, EatWiz en est un exemple. Mais il y a aussi aujourd'hui tous les secteurs de la Chine numérique sont en train de se digitaliser, de l'agriculture jusqu'à l'espace, en passant par les mines dans lesquelles il y a des robots aujourd'hui, jusqu'à tous les services des villes numériques, par exemple. Il n'y a pas un secteur en Chine qui ne soit pas soumis à une accélération de la digitalisation de ces modèles. Donc ça fait autant de domaines dans lesquels les entreprises françaises, à condition qu'elles aient le bon produit, le bon business model à niveau innovant
et qui soit compatible avec les choix donnés par les gouvernements chinois, parce qu'il y a des secteurs qui sont protégés, d'autres qui sont plus ouverts. Donc il y a toute une étude à faire extrêmement sérieuse des équilibres risques-opportunités avant de se lancer, comme l'a fait Hitwiz et comme le font d'autres, comme Devialet, comme June, qui sont des startups du FT120 pour lesquelles on a travaillé pour monter ce programme. Là, vous parlez des opportunités que représente la Chine, j'entends bien, mais on trouve qui aujourd'hui concrètement comme start-up étrangère? Dans quel secteur ça a progressé? Parce que l'image qu'on a, c'est plutôt l'industrie du luxe ou évidemment la cuisine française qui peut s'exporter. Est-ce que ça va un peu plus loin déjà aujourd'hui, la réalité des start-up françaises en Chine? Alors, il n'y en a pas beaucoup, ça c'est clair. C'est aussi pour ça qu'on faisait ce programme, pour éclairer les équipes qui, de France, sont en train de se préparer à venir en Asie, où elles y sont déjà, mais elles ne sont pas forcément en Chine. Donc les secteurs qui sont visés aujourd'hui, ça peut être des secteurs extrêmement technologiques, comme les applications sur mobile. Par exemple, vous avez un très bon exemple, c'est M-Music World Media, MWM, qui est le leader des applications de création de musicales dans le monde. C'est une start-up française créée à Paris qui a déjà 500 millions d'utilisateurs dans le monde et 2 millions en Chine. Et ils viennent juste de s'installer entre Hong Kong et Pékin pour bénéficier et accélérer leur diffusion. Voilà, donc là, on est sur un marché B2C et d'autres entreprises se développent sur des marchés B2B. Il y a beaucoup d'opportunités. Elles sont un peu compliquées pour les entreprises françaises qui arrivent, mais c'est possible et c'est parfois un très bon calcul à condition de bien mesurer les risques qui sont associés à sa présence. Vous avez par exemple aussi de sociétés comme Virtuose, qui est le leader mondial de la production de jeux vidéo pour les grands studios, qui a été créé à Shanghai et qui aujourd'hui a 2500 personnes dans le monde. Oui, alors c'est effectivement mesurer les risques, mais ça ne va pas être facile quand même de se lancer en Chine, parce qu'on dit on a du mal à comprendre pourquoi on est si peu nombreux Français à aller s'installer en Chine. Enfin, il y a déjà ne serait-ce que la barrière de la langue, une culture qui est très différente de la nôtre. Comment est-ce qu'on passe ces obstacles ? Alors pour moi, c'était un peu plus facile parce que c'est ma deuxième langue, en fait, le chinois, donc je l'ai appris pendant des années. J'ai habité aussi là-bas au cours de mes études, ce qui m'a permis de me familiariser aussi avec la culture, de faire un stage aussi sur place. Et en fait, je crois que la solution, c'est de bien s'entourer. Donc quand on a commencé à travailler avec le marché chinois en 2018, on a pris une personne chinoise donc, dans nos équipes en France. Et là, aujourd'hui, on a 7 personnes à Shanghai, donc qui sont tous chinois. Et on s'est entouré. Pour le coup, il y a une très belle communauté française aussi en Chine, donc d'avocats et de comptables qui sont français pour le coup. Et donc on a joué à fond évidemment la carte du réseau français, et ce qui permet de simplifier justement beaucoup de démarches juridiques, etc., de process un peu plus compliqués, un peu plus lourds. D'être accompagné aussi dans sa langue, ça aide énormément. J'imagine aussi qu'il y a une certaine anxiété quant à l'apport d'innovation qu'on peut avoir, parce qu'en Chine, ce n'est pas les derniers non plus sur le numérique et les technologies, donc on n'est pas forcément attendu. Comment ça se passe, ça, Jean-Dominique Séval? Comment les startups peuvent évaluer quelle est la réelle opportunité de s'attaquer au marché chinois? Effectivement, il y a des conditions pour venir. Il faut d'abord faire une étude de marché assez classique, mais qui permet de s'assurer qu'on apporte quelque chose au marché. Arriver avec un produit qui serait juste dans la moyenne du marché en termes d'innovation chinois, quasiment ne donne aucune chance de pouvoir s'installer, de pouvoir trouver sa place et de garder une avance, ce qui est très très important. Donc ça, l'étude de marché, c'est la base. Il faut y mettre des moyens. L'exemple d'Hitwiz est intéressant parce que peut-être que vous y êtes rentré de manière assez légère, mais en général, il faut prévoir des moyens assez conséquents aujourd'hui parce qu'il ne suffit pas de s'installer, il faut aussi pouvoir s'assurer de durer. Et durer, ça veut dire qu'il faut se développer et s'adapter à des conditions de marché qui évoluent très très rapidement, des conditions de marché, des questions aussi, conditions réglementaires, qui nécessite une adaptation extrêmement rapide. Alors, si on rentre et qu'on ne s'adapte pas, l'exemple par exemple de Carrefour qui s'est installé avec succès pendant des années, mais qui a été débordé par la puissance du commerce électronique qui aujourd'hui
représente plus de 50% des achats de la totalité du commerce en Chine, qui est extrêmement loin de ce que l'on connaît en Europe, où on est entre 10, 15, 20% au maximum entre l'Angleterre et la France. Donc vous voyez, il y a des conditions qui sont très particulières, des moyens, des équipes chinoises, ça c'est fondamental, et des études très sérieuses en s'entourant des bons partenaires pour pouvoir se positionner de la bonne manière. Autre inquiétude peut-être, c'est de se dire finalement si je vais sur le marché chinois, est-ce que je ne risque pas de me faire absorber par un géant local ? Oui, ça peut être une question. Et en même temps, on peut aussi se dire c'est une très belle opportunité de partenariat, en tout cas au départ, de s'appuyer en fait pour notre croissance sur des gros partenaires. On a fait notre opération de lancement il y a 1 an pour tester justement le marché avec Ctrip, donc qui est le booking.com en Chine. On a fait toute une série de live streaming avec des hôtes qui faisaient donc des cours de cuisine et des influenceurs, etc. Il y a eu plus de 1,2 million de vues, ce qui est absolument incroyable pour ces live streams. Ça nous a permis de valider un petit peu l'engouement pour le concept et avec une force de frappe de Ctrip que nous, on n'aurait jamais pu avoir, enfin, à grand renfort de beaucoup de moyens. Et puis, on peut également, il y a une prime à la nouveauté en Chine, comme le disait Monsieur Seval, et ce qui nous a permis là, de signer des gros partenariats avec une entreprise publique-privée comme Viking Cruises, qui est la seule une compagnie d'État de croisière qui peut opérer en ce moment en Chine. Et c'est un partenariat qu'il aurait fallu des années dans un autre pays à développer. Donc, si on a un produit qui est très adapté au marché et une très forte exigence de qualité, on peut aussi en fait très vite faire des partenariats beaucoup plus gros qu'ailleurs. Alors, parce que c'est vrai qu'il faut quand même connaître les portes d'entrée aussi du monde numérique. Typiquement, si on lance une application et qu'on ne va pas sur WeChat, on a perdu d'avance. Exactement. Ça, c'est des choses qui peuvent aussi inquiéter, j'imagine. Parce que ces portes d'entrée sont restreintes, elles sont tenues par des titans du numérique en Chine. C'est toute la question. Comment se faire véritablement sa place aujourd'hui quand on est encore une petite start-up? Parce qu'on ne parle pas de grandes entreprises installées, là, Jean-Dominique Séval. Alors, sur le marché chinois, les entreprises françaises qui sont présentes, il y a tout l'éventail, je dirais, les grands groupes, comme Air Liquide, qui s'est installé dès 1911, je crois, donc il y a très très longtemps, et qui est encore très présente sur le marché. Des grands groupes comme Valeo, qui a de nombreux centres de R&D en Chine. Et puis des startups de toute taille. Je m'inquiète pas tellement pour les grands groupes, c'est simplement sur la partie start-up, justement, quand vous dites qu'il faut bien identifier les opportunités. C'est là où je reviens sur ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des domaines où finalement on peut apporter encore quelque chose à la Chine ? Oui, à l'évidence, le marché chinois va très vite. C'est vrai que tous les business models, tous les produits, tous les services sont testés par des innovateurs chinois, des startups qui testent tout en permanence. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des places, des entreprises comme Vodoo, comme par exemple, j'en cite encore une autre, dans les jeux vidéo, des sociétés leaders dans leur domaine au niveau international, et qui restent des startups, peuvent entrer sur le marché chinois. Il n'y a pas de fatalité. Des startups européennes, hollandaises, dans le domaine de l'agriculture. Il y a beaucoup de domaines qui offrent des possibilités pour des startups. La condition, c'est ce que je disais au début, c'est de s'assurer qu'on a une avance sur le marché chinois et qu'on peut la conserver. C'est une façon aussi de se prémunir contre la copie aussi, ou ce genre de pratique. Et ce risque d'absorption que j'évoquais avec Camille, qu'en pensez-vous? Parce que vous citez par exemple Vodoo, on sait qu'il y a de l'actionnariat chinois aujourd'hui qui arrive derrière les startups françaises. Oui, 400 millions de Tencent qui est monté au capital de Vodoo et qui lui permet de continuer à racheter d'ailleurs d'autres entreprises dans le monde. C'est un risque qui existe en Chine, mais qui existe aussi pour les entreprises françaises qui se développent en Europe ou aux États-Unis. C'est un peu la vie des startups. Il y a une composante chinoise qui est particulière à l'écosystème, qui est un écosystème fermé, extrêmement réglementé, et sur lesquels parfois les changements de direction sont extrêmement brutaux. Ça, c'est clair. Il ne faut surtout pas se mettre en situation de dépendre complètement du marché. Voilà, c'est toute une analyse de risque qui est important à faire.
Par exemple, Devialet, aujourd'hui, a accéléré beaucoup sur le marché chinois. C'est devenu un marché très important pour eux. Mais il faut qu'ils maintiennent un équilibre entre leur marché nord-américain, le marché européen, le marché asiatique, pour ne pas se mettre dans une situation de dépendance. Voilà. Il ne faut pas se laisser, un risque majeur. pas se laisser étourdir par cette taille gigantesque du marché chinois et les poches profondes aussi. Quels sont les principaux avantages, vous voyez, à vous être lancé sur ce marché chinois? Pour rebondir sur la question précédente, on a effectivement, c'est la vie des startups. Nous, on a des actionnaires chinois depuis 2018. C'est ce qui nous a poussé et ça fait partie de la vie des startups. Et ce n'est pas du tout une. Oui, et puis il y a beaucoup d'actionnaires américains aussi derrière les startups françaises. Exactement. Donc voilà, on est hyper ouvert à ça. L'avantage, c'est effectivement développer de nouveaux usages. Vous parliez de WeChat tout à l'heure, donc c'est une super app, une sorte de, je dirais, WhatsApp dans lequel on peut réserver un taxi, ses billets d'avion, etc., ou se faire livrer un repas. L'idée, en fait, c'est de pouvoir tester sur le marché chinois des usages qui vont arriver en Europe et aux États-Unis dans 5 ou 10 ans. Ils sont très très en avance sur ces secteurs-là. Donc ça nous permet en fait nous aussi de garder tout le temps un temps d'avance. Et d'un point de vue technologique, en fait c'est les mêmes technologies, les mêmes langages technologiques, du React, etc. Donc il n'y a pas en fait une barrière énorme à l'entrée finalement. Ça demande d'avoir des équipes sur place qui parlent chinois évidemment pour publier son shop, etc. Mais c'est les mêmes technologies qui est fait dans le même code qui est fait notre site, etc. Mais ça nous permet d'être vraiment à jour sur les nouveaux usages et de toucher un marché. Qui sont, vous pensez, donc transposables ensuite sur d'autres marchés? Absolument. Moi, je l'ai vu parce que j'habitais en Chine il y a 10 ans. La manière dont, il y a beaucoup d'usages, typiquement le fait de se faire livrer en permanence un repas. Donc nous, on voit ça avec tous les Deliveroo et compagnie depuis quelques années. Il y a 10 ans en Chine, c'était déjà très très mainstream, etc. Donc on est en retard vraiment en termes d'usage. Et c'est là en fait que je trouve que c'est intéressant pour les sociétés françaises et pour les startups, c'est avoir un œil sur le marché chinois et commencer à investir, soit petit ou soit par étape, et ensuite investir et avoir une vraie société sur place. Ça permet aussi d'être en avance pour son marché. Pour le reste. Et alors, il y a un bon moment pour y aller en Chine, Jean-Dominique Séval? Oui, je pense le point que vous venez d'aborder est très très important et ça correspond au moment qui est un nouveau moment dans la croissance chinoise. On a connu la grande période des années 80 à 2000 de rattrapage industriel et des grandes infrastructures chinoises qui se sont déployées. Les années 2000, ça a été la grande consommation et l'essor de ce que décrivait Camille sur cet incroyable développement du numérique dans tous les usages de la vie et du paiement mobile en passant par les commandes de e-commerce extrêmement rapides. Et puis aujourd'hui, on rentre depuis 2020 dans une nouvelle phase d'accélération dans tous les domaines, comme je disais au tout début, ce qui permet aussi, ce qui est une nouvelle façon pour les startups de bénéficier du marché chinois. Il ne suffit plus aujourd'hui de venir en Chine pour capter une part du marché, même infime, ce qui serait déjà énorme. On vient aussi en Chine aujourd'hui pour être au cœur d'un système d'innovation extrêmement particulier, ce que disait exactement Camille de manière très claire. Et beaucoup de startups aujourd'hui qui viennent ici viennent pour apprendre, se développer de manière beaucoup plus agile. Parfois, certains, durant les 5 jours, avec les 50 conférenciers que nous avions réunis, beaucoup ont décrit le fait qu'être ici, ça permettait de gagner des années de développement grâce à l'agilité et la façon dont les ingénieurs chinois travaillent. Cette combinaison des deux mondes, entre l'Europe et la Chine, permet de tirer le meilleur des deux et de revenir en Europe beaucoup plus fort, en fait. Et c'est cette cohabitation entre les deux modèles qu'il faut arriver à mettre en place, qui est très compliqué, mais il y a d'énormes opportunités quand on y arrive. Et il y a énormément d'exemples dans les 5 jours de conférence qu'on a pu créer pour essayer de transférer l'ensemble de ces connaissances qui se sont accumulées dans toutes ces entreprises de tailles très différentes, mais beaucoup de startups qui ont témoigné à cette occasion. Alors, ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux exemples arriver sur le marché chinois. Vous nous tiendrez au courant, Jean-Dominique Séval, je compte sur vous. Absolument. Je rappelle que vous êtes directeur fondateur de Soon Consulting et président de French Tech Pékin. Et nous avions également Camille Rumani, cofondatrice et directrice générale de Eatwiz, donc qui est arrivée en Chine avec un gros succès. On rappelle, c'est donc pas forcément juste un marché gigantesque à attaquer, mais c'est aussi un laboratoire d'innovation très intéressant.
On part en pause et puis juste après, on se retrouve avec Cédric Villani qui va venir nous parler du socle scientifique commun dont nous avons besoin aujourd'hui pour adresser les enjeux de climat. Voilà de retour sur le plateau de Smart Tech que vous regardez sur la chaîne Bismart tous les matins. On est en direct dès 11h. Alors dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et au nouveau monde numérique, eh bien, nous allons partir à la découverte d'une technologie qui va permettre peut-être demain de fabriquer du miel sans abeilles. Mais d'abord, on a rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'OPEX. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Delphine Sabatier. Merci beaucoup de nous rejoindre régulièrement dans Smart Tech. Vous avez souhaité revenir aujourd'hui sur l'audition qui a été menée le 23 septembre dernier par l'OPEX. Je rappelle que c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la France. Alors, lors de cette audition, on a pu entendre Valérie Masson-Delmotte, qui était là en tant que coprésidente du groupe de travail numéro 1 du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On était donc dans la suite de la publication du rapport Changement climatique 2021, base des sciences physiques. Déjà, je vous laisse peut-être nous expliquer pourquoi cette audition. D'abord, on pourrait dire pourquoi encore une fois remettre le sujet du climat sur la table, mais c'est l'un des sujets les plus importants, les plus majeurs qui soient aujourd'hui dans notre monde. Il est normal qu'on y revienne encore et toujours. Cette audition, c'était pas juste un endroit où on discutait des rapports du GIEC, c'était l'occasion d'auditionner, d'interpeller Valérie Masson-Delmotte, comme vous l'avez dit, coprésidente de ce groupe de travail 1 du GIEC, groupe de travail 1, celui qui s'occupe justement d'analyser et de prédire les évolutions climatiques, là où les groupes de travail 2 et 3, eux, reviendront plutôt sur les implications pour les humains, comment inverser la tendance et ce genre de choses. Donc elle, Valérie Masson-Delmotte, c'est une grande vedette de la science française. Ses travaux sur le paléoclimat, hein, analyser en particulier les carottes glaciaires obtenues en Antarctique pour déterminer quelles étaient les proportions de CO2 dans l'atmosphère. Il y a des millénaires, c'est le genre de choses qu'elle a faites et analysées, de même que Jean Jouzel. Donc une experte mondialement reconnue. Et donc ici, on avait quelque chose qui n'était pas juste une communication abstraite, désincarnée, descendante, mais bien une scientifique qui a passé sa carrière dans les sciences, qui venait nous parler de ce rapport et de tout l'aspect technique, humain, le rapport, comment ça a été fait en coulisses. C'est des centaines de rédacteurs qui participent avec des contributions, des arbitrages. Ce sont, je pense, c'est quelque chose comme 14 000 articles qui ont été analysés pour ce rapport du groupe de travail 1. Il y avait un intérêt aussi à l'auditionner sur les méthodes, quelle forme de consensus. Alors justement, sur les méthodes, est-ce qu'on connaît aujourd'hui des limites technologiques, scientifiques sur la réalisation de cet état des lieux du climat aujourd'hui? Ce qu'on peut dire, c'est que la maîtrise que le GIEC a réussi à obtenir en 30 ans est très impressionnante. Les conclusions, globalement, elles sont dans la lignée des conclusions d'il y a 30 ans. Elles nous parlent de ce réchauffement climatique de la température moyenne. Elles nous parlent de l'instabilité qui est engendrée et qui va s'aggraver au fur et à mesure avec des états de sécheresse, des inondations, des incendies. Mais malheureusement, on est dans une continuité parce que finalement, on s'aperçoit que les différentes mobilisations n'ont rien changé. Hein, hélas, les mobilisations n'ont rien changé au diagnostic. La France, comme les autres pays, ne suit toujours pas les engagements de Paris. Notre empreinte carbone continue à stagner et c'est un sujet que j'ai eu l'occasion d'aborder de nombreuses fois en tant que parlementaire. Nous ne sommes pas du tout sur la bonne trajectoire. Maintenant, au niveau du diagnostic, ce qui est impressionnant, c'est la façon dont l'analyse a été affinée. Aussi, il faut le reconnaître, il y a 30 ans, le signal de l'augmentation de la température moyenne, c'était un signal faible. On pouvait encore de bonne foi douter qu'il existe ou douter qu'il soit d'origine humaine. Aujourd'hui, on ne peut plus douter ni de l'un ni de l'autre. Le signal est très clair. L'augmentation par rapport au niveau pré-industriel de la température moyenne, elle a eu lieu, elle continue. Chacune des 4 décennies écoulées a été à son tour la plus chaude jamais enregistrée depuis des millénaires. Jamais enregistrée depuis le début de la météorologie et depuis de la plus chaude depuis des millénaires, d'après ce qu'on peut reconstituer du climat du passé.
Et puis, on ne peut plus douter non plus que c'est un résultat de l'activité humaine, et ça, c'est assez fort au point de vue méthodologique. Le GIEC a utilisé, enfin, les auteurs, les scientifiques ont utilisé des simulations informatiques calibrées à partir de tous les modèles qu'on connaît sur le climat, et ont pu constater que sans modélisation des rejets d'origine humaine, d'origine industrielle, d'origine agricole et tout ça, on n'arrivait pas à retrouver informatiquement ce qu'on a observé ces dernières années, alors que si on incorpore les rejets d'origine humaine dans les calculs, dans la modélisation, on arrive parfaitement à retrouver ce qui a été observé ces dernières années. C'est comme une preuve mathématique, si vous me le permettez. C'est ce que j'allais dire, là on est sur de la modélisation de systèmes, effectivement c'est une preuve mathématique. Donc aujourd'hui, il y a plus de remise en cause possible là-dessus, sur l'effet humain. Absolument, sauf à être vraiment de mauvaise foi. Je veux dire, le doute, on est sur un sujet où il y a vraiment un consensus scientifique que sur cet effet anthropique, cet effet humain du fait que la température augmente. Alors, ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC après, c'est qu'ils savent bien que avec toutes les méthodes qu'ils ont, il y a certaines choses qu'ils peuvent dire avec certitude, d'autres avec probabilité, d'autres avec quasi-certitude. Et ils ont développé avec le temps tout un langage très bien calibré, calibrated language comme ils disent, dans lequel ils parlent de certaines choses, certaines connaissances comme étant hautement probables, peu probables, quasi certaines et ainsi de suite, en fonction du degré de certitude qu'ils ont par rapport aux observations et aux modélisations. Oui, alors c'est là où on peut peut-être encore se poser des questions. C'est justement, est-ce qu'on a suffisamment de mesures fines pour avoir un diagnostic parfaitement clair et neutre ? Alors là, c'est par rapport à l'impact ici et là, on est dans de la dentelle par rapport à ce qui se faisait à gros traits il y a quelques décennies. Donc pour revenir, parce qu'on s'intéresse à ce socle scientifique et aux bases de sciences physiques, aujourd'hui on est armé, on a les outils pour mesurer cet impact. Aujourd'hui, on est vraiment armé sur le diagnostic. On est très très bien armé. Les problèmes, et on attend les conclusions du groupe de travail 2 et du groupe de travail 3, en particulier les préconisations. Le groupe de travail 3 donnera tout un ensemble de scénarios possibles pour freiner, pour limiter le réchauffement climatique. Soyons clairs, hein. Pour arbitrer entre grave et très grave, parce que pour éviter le vraiment grave, il faudrait dès maintenant un ressaut majeur, une augmentation considérable, absolument considérable et instantanée des efforts internationaux. Oui, parce que là, les perspectives sont quand même pas très heureuses. Plus personne ne croit qu'on sera capable de tenir les engagements qui ont été promis jusqu'ici, en termes de limitation de les engagements, alors on parle, on classe, le GIEC classe les scénarios en fonction du réchauffement de la température moyenne à horizon 2100. C'est une classification contestable, parce que quand on dit plus 2 degrés, plus 3 degrés, ça semble pas grand-chose, plus 4 degrés, et quand on dit horizon 2100, ça semble être un horizon lointain. Oui. En vrai, quand on dit ça, d'abord, ce sont des modifications majeures. Quand on regarde ce qui séparait le climat d'aujourd'hui du climat de la dernière période glaciaire, c'était seulement quelques degrés. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 ou 4, mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, entre aujourd'hui, le climat et un climat qui serait à horizon 2100 à plus 4 degrés, ça sera une extraordinaire différence. La vérité, c'est qu'il se peut très bien que d'ici quelques décennies, des pans entiers de la Terre qui sont aujourd'hui habités deviennent inhabitables à cause de sécheresses trop prolongées, à cause de canicules trop longues. Et les engagements qui avaient été pris, c'était autant que possible de limiter à 1,5 degré d'augmentation par rapport au niveau pré-industriel. Plus personne ne croit que c'est possible. Après, on s'est rabattu en disant bien en dessous de 2 degrés, sans dire si c'est 1,9 ou 1,8 ou 1,7. La vérité, c'est que si nous continuons sur les trajectoires actuelles, ce sera 3 ou 4 degrés. Avec des conséquences absolument catastrophiques. On a vu ce qui s'est passé l'été dernier. Oui. Avec des cataclysmes un peu partout, des inondations, des incendies. Le GIEC nous le dit, ce sera pire. Chaque dixième de degré d'augmentation moyenne se traduira par une fréquence accrue de ces événements catastrophiques. Merci, Monsieur le Président de l'OPEX, Cédric Villani, de nous rappeler l'importance de ce sujet qu'on traite aussi beaucoup dans Smart Tech. À suivre, on part sur notre Zoom quotidien sur une innovation.
Allez, une dernière question avant de refermer cette édition de Smart Tech. Et demain, la technologie remplacera-t-elle les abeilles dans la fabrication du miel? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Effectivement, il y a une start-up américaine qui s'appelle Melibio et qui a réussi à fabriquer du miel sans l'aide d'une seule abeille dans son intervention, grâce à une technologie qui relie à la fois la botanique et la biologie synthétique. C'est du miel biofermenté avec les mêmes composés que le miel traditionnel, une innovation qui pourrait servir à la fois les hommes mais aussi la nature pour diminuer un petit peu la pression sur la production du miel naturel et donc sur une espèce qui, rappelons-le quand même, est menacée. Oui, je crois que la récolte a été d'ailleurs très mauvaise cette année. Comment on produit du miel donc sans abeilles? Alors, c'est peut-être le moment de vous rappeler comment les abeilles, elles, font le miel. Vous allez comprendre pourquoi je vais y venir. En fait, le miel, c'est un processus chimique qui a lieu entre les fleurs, qui est né de la rencontre entre les fleurs et les abeilles. Concrètement, le nectar des fleurs, qui contient de l'eau et du sucre, est aspiré par une abeille. Et là, ce nectar va entrer en contact avec la salive des abeilles, qui va commencer à transformer ce nectar. Puis, il va y avoir une fermentation dans l'estomac même de l'abeille qui le transporte jusqu'à la ruche. Quand elle arrive à la ruche, elle régurgite ce mélange à une abeille receveuse qui fait la même chose avec sa voisine, puis la même chose avec sa voisine, jusqu'à la fin de ce processus, obtenir du miel naturel. Donc le secret ici, c'est bien la salive des abeilles, parce que la salive, dans ses enzymes, va transformer le saccharose et le glucose en composants du miel. Et donc il fallait reproduire ce processus. La société a trouvé un micro-organisme, qu'elle tient secret pour l'instant évidemment, qui reproduit le travail des enzymes de la salive des abeilles. Et donc l'idée, c'est de faire se rencontrer le nectar de plusieurs plantes avec ces micro-organismes. C'est ce qu'ils font dans leur laboratoire. Ensuite, ils reproduisent la fermentation naturelle, mais cette fois synthétique, en laboratoire. Et le résultat, c'est du miel qui, au niveau moléculaire, est identique au miel naturel. Et pour autant, est-ce qu'on peut appeler ça du miel? Non, normalement, on ne peut pas appeler ça du miel. En tout cas, aux États-Unis, le fait est que la réglementation est claire. En plus, la FDA a déjà publié des guides pour présenter la composition du miel. Évidemment, l'abeille est indispensable à cette appellation. Donc, la société va devoir préciser miel vegan ou végétalien, ce qui, de toute façon, leur ouvrira un marché a priori assez intéressant. On pourrait goûter à ce miel? Pas tout de suite. D'abord, c'est les entreprises qui vont l'utiliser comme édulcorant et puis les cosmétiques aussi. Et ensuite seulement, on pourra espérer goûter ce miel. Les personnes qui l'ont goûté, il y a beaucoup de témoignages dans la presse aujourd'hui, disent que c'est assez délicieux et qu'il y aurait même une petite note de fruits rouges. Peut-être que c'est là le secret de la préparation de ce miel synthétique. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis dans nos réflexions autour du climat et du numérique notamment. On se donne rendez-vous bien dès demain. On sera en direct à 11h sur la chaîne Bismart. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.